notre environnement n'est pas encore prêt. Moi, je le dis toujours, si Facebook était né en Afrique ou en Côte d'Ivoire, c'est pas sûr que Facebook serait ce que Facebook est Bien aujourd'hui. sûr. Parce que l'environnement n'est pas le même. Du coup, notre combat, c'est de faire en sorte qu'on puisse arriver à ce type d'environnement-là. Mm. La réalité de l'entrepreneur dit qu'on ne prend pas un crédit pour démarrer une entreprise. Exactement. Parce que Exactement. quand on démarre une entreprise, on est amené à échouer. Mm. L'entrepreneur, c'est l'ami de tout le monde. Il faut infiltrer l'environnement pour pouvoir saisir les opportunités. Mais un bon entrepreneur n'a pas besoin de politique pour pouvoir réussir. Il réussit d'abord. Mais la politique lui permet de pouvoir exploser. Chaque jeune entrepreneur africain doit rêver grand. Il doit avoir peur de ses rêves. Et le rêve, c'est celui qui nous empêche de dormir. C'est pas celui qu'on fait quand on dort. Alors, bonjour Ben Aziz. Bonjour, comment Comment tu ça vas? va? Ouais, ça va super. Super. Je suis vraiment heureux de t'avoir. C'est vrai que tu es jeune aussi, mais depuis très longtemps, on te voit à la télé, jeune entrepreneur. Hmm. Et déjà, je vais te demander tout simplement de te présenter pour ceux qui ne te D'accord. connaîtraient pas. Ouais. Déjà, merci. Et il faut savoir que le plaisir il est partagé. Je suis Ben Aziz Konaté, donc entrepreneur, jeune entrepreneur, manager général de Volaille d'Or, qui est la première entreprise, donc, et de l'industrie de transformation métallique. Euh, j'ai également obtenu le prix Excellence du meilleur jeune chef d'entreprise de Côte d'Ivoire par la présidence de la République en 2016. Mm. J'ai remporté le Grand Prix BPC, Business Plan Competition en 2016, donc par le patronat ivoirien. Et j'ai été classé par le magazine américain Forbes parmi les 30 jeunes Africains les plus prometteurs en 2018. Et puis, j'ai obtenu le prix Anzisha Prize, donc à l'African Leadership Academy en Afrique du Sud, Mm. prix du meilleur jeune entrepreneur africain sur 831 donc, entreprises en 2000. Wow. Voilà. Donc, techniquement, voici un peu ma présentation. Et je suis également le président donc, de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 ans. Mm. Donc, j'ai été porté à la tête par plus de 100 associations qui font la promotion de l'entrepreneuriat. Et donc, depuis lors, on essaie d'apporter notre pierre à l'environnement entrepreneurial national. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment un parcours brillant. Merci. Tellement de nominations, tellement de prix que je peux même pas forcément retenir et citer, mais vraiment, Merci. on peut que te dire bravo. Merci beaucoup. Euh, c'est, c'est, c'est assez rassurant Mm. de voir des jeunes, de voir la jeunesse Mhm. au plus haut niveau et tout. Mm. Donc, la prochaine question que je voulais te poser, c'est déjà, comment est-ce que tu te lances dans l'entrepreneuriat? Pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup répondu Ouais. par le passé. Comment est-ce que je me lance dans l'entrepreneuriat? Ben, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que tout simplement, je voyais qu'il n'y avait pas de débouché Ok. donc, pour moi et qu'il fallait prendre mon destin en main. Donc, je me lance dans l'entrepreneuriat parce que pour moi, c'était la voie par laquelle je pouvais maîtriser donc, mon sujet. Mhm. Donc, voilà comment je me lance dans l'entrepreneuriat. À travers une vision, je me dis, il faudrait qu'en telle année, je sois à tel stade, en telle année, je sois à tel stade. Et de vision en vision, je me retrouve à faire des petites activités petit à petit. Et puis, Volaille d'Or, tout le monde sait, je rentre dans Volaille d'Or parce que je vois un reportage qui dit que la Côte d'Ivoire continue d'importer de la volaille. Donc, j'entre dans ce domaine. Au début, pas par passion, par opportunité. Et puis ensuite, la passion, elle vient. Après, on continue de grandir en termes de vision et on crée d'autres entreprises qui répondent donc à des besoins qu'on voit dans notre environnement. Donc, c'est comme ça que l'industrie de transformation métallique est née. Aujourd'hui, on conçoit des maisons en structure métallique en 21 jours Mhm. et c'est du réel. On s'apprête à lancer la première usine de construction de maisons en Afrique. Le nom des maisons s'appelle Ibac Home. Donc, on essaie quand même de pouvoir apporter le peu que nous pouvons à notre société. Mhm. Et pour moi, c'est ça l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est celui qui résout les problèmes de son environnement, Mhm. qui ose, qui rêve grand et qui se bat pour les réaliser. Wow, tellement bien dit. Et au niveau de Volaille d'Or, on va parler de l'autre entreprise qui construit les maisons Mhm. un peu plus tard. Mais je veux qu'on revienne un peu sur Volaille d'Or. Mhm. Tu sais, moi, je suis dans la technologie, je suis dans Oui. le digital Mhm. et je peux remarquer que ces dernières années, le digital a beaucoup aidé Mhm. les jeunes entrepreneurs à pouvoir maximiser, à pouvoir booster leur chiffre d'affaires, booster Oui. leur productivité. Mhm. J'aimerais comprendre, tu lances Volaille d'Or déjà en quelle année? Alors, Volaille d'Or déjà a commencé depuis 2012-2013.
OK, donc Donc les premiers pas. voilà. Ensuite, 2016, OK. la forme, on va dire, formelle Mmh. de l'entreprise. Mais sinon, depuis 2012-2013, Volaïdo avait déjà démarré, avait commencé à vendre en 2013, ainsi de suite. Est-ce que depuis parce que quand on prend 2012-2013, on était encore, je vais dire très jeune au niveau des réseaux sociaux, c'était Mmh. pas encore très, très donc comment est-ce que en ce moment-là, tu faisais pour vendre? Et puis aussi en 2016, c'est vrai qu'il y avait les réseaux sociaux. Est-ce que, le digital t'a aidé à un niveau, à un certain niveau? Alors, oui, oui, aujourd'hui, je le dis souvent, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être un entrepreneur. Mmh. Hein, c'est beaucoup plus facile d'être entrepreneur. Moi, je me souviens encore qu'au premier jour de Volaille d'Or, mais c'était du porte-à-porte dans les cités. Mmh. C'était le contact clientèle ou rien. Mmh. On n'avait aucun client via les canaux digitaux. Ouais. C'était le contact forcément. Donc, on faisait du porte-à-porte dans les cités toute la journée, histoire de recueillir des bases de données, etc. et tout, de communiquer. Et sans ça, on n'avait pas de clients. OK. Voilà. Et aujourd'hui, c'est différent parce que le numérique permet déjà à des personnes de voir les produits de volaille d'or sur internet et puis de les commander et voilà, de même se faire livrer. On a des applications aujourd'hui qui permettent même d'avoir les localisations et tout pour Mmh. faciliter donc la livraison. Donc le numérique permet déjà aux entreprises de pouvoir obtenir plus de clients, mais surtout de pouvoir faciliter l'exercice aussi des opérations Mmh. quotidiennes. Mmh. Voilà. D'accord, et lorsqu'on parle d'innovation, Mmh. généralement, on parle de technologie, innovation, Oui. c'est 2 mots. Alors qu'aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'avec ton entreprise, tu vas nous en dire plus tout à l'heure, Mmh. mais on parle aussi dans ce cas-là d'innovation parce que c'est pas forcément quelque chose qui existait avant. Mmh. Tu as dit que c'est la première entreprise, de métallurgie, De c'est ça? construction de De maisons, voilà, de oui, une construction usine, de oui. voilà, Mmh, c'est la première en Afrique, donc c'est une innovation. mmh. Donc, comment est-ce que déjà tu définis l'innovation? Est-ce que tu penses que c'est forcément lié à la technologie ou comment est-ce que tu intègres l'innovation dans ton quotidien? Alors pour moi, la technologie est un outil OK. qui permet aux entreprises, d'accord, de pouvoir mieux fonctionner. Mmh. Donc déjà, ça, c'est une base. Mmh mh. C'est ça la technologie pour moi. Ensuite, lorsqu'on revient sur l'aspect innovation, l'innovation doit répondre forcément à un problème parce Bien qu'il ne sûr. faut pas innover pour innover. Mmh mh. Me concernant, j'estime qu'il y a un poste dans les entreprises qui est négligé. Donc, le poste est justement lié à l'innovation. Parce que la Terre, elle tourne, elle ne s'arrête pas de tourner. Et une entreprise qui atteint un sommet et qui reste là sans innover, elle ferme. On a des exemples clairs qui existent pour des multinationales qui ont fermé à cause du manque d'innovation. Cependant, lorsqu'on innove, heu, pour nous, chaque année, on doit avoir un nouveau produit. Mais cette innovation doit tenir compte également de l'évolution de l'environnement, Mmh. d'où il faut intégrer la technologie. Par exemple, sur Volaille d'Or, l'innovation pour cette année, c'est une application. OK. Donc, une application qui va permettre aux clients de pouvoir commander et puis se faire livrer directement parce qu'on aura déjà leur localisation, de pouvoir faire des paniers mensuels. Donc, de sorte à ne plus avoir à appeler pour commander du poulet chaque mois. Ils pourront déjà faire un panier. Chaque mois, nous, on sait qu'on doit livrer à telle date, on livre. Mmh. Il y a des personnes également qui pourront faire la recommandation. Mmh. Donc, ils pourront gagner de l'argent simplement en recommandant via leur application Volaille d'Or. En disant: «Maman, commande du poulet ici». Juste en faisant ça, ils gagnent de l'argent sur Volaille d'Or, sur les commandes de ces personnes. Donc du coup, heu, on intègre la technologie dans notre quotidien. Moi, Mmh. pour moi, je pense qu'un entrepreneur, il doit avoir, le flair. Il doit pouvoir observer toujours son environnement, à un certain moment donné, sortir de son entreprise, surtout pour nous, les jeunes entrepreneurs et les jeunes entreprises, et puis commencer à travailler sur son entreprise pour voir comment la positionner vis-à-vis de l'environnement. Mmh. Voilà. Ouais. Super. Au niveau des startups, de la technologie, c'est-à-dire Mmh. généralement les entreprises technologiques comme Jamo, Wave, Oui. il y a souvent, une phrase qui est populaire que qui dit en fait que tous les problèmes ne sont pas forcément bons à résoudre. Qu'est-ce que tu penses de ce c'est-à-dire tu te dis, bon, tu es entrepreneur, tu as vu un problème, tu as envie de le résoudre, mais c'est pas forcément bon. Si tu as vu là, faut laisser ça comme ça parce que c'est pas lucratif ou quel commentaire tu as à faire? Oui, ça, ce sont des paroles liées à l'expérience. OK. Vous savez, quand on commence à avoir ce déclic-là qui ouvre notre esprit sur les problèmes de notre environnement, on finit par avoir des problèmes partout. Ouais. Donc, on se dit que voici un problème, voici un problème, voici un Mmh. problème. Mmh.
ça peut être une opportunité, ça peut être une opportunité. Mmh. Cependant, à un certain moment donné, il faut pouvoir canaliser son énergie et ses forces Mmh. sur une activité, la réussir bien et puis ensuite passer étape par étape. D'accord? D'accord, ouais. Donc, la diversification, ça nous amène à parler de diversification, mais la diversification se fait, mais vraiment en fonction de quelque chose. Mmh. D'accord? On ne diversifie pas parce que je vois que ça peut marcher, ça peut marcher. On l'a fait, ces erreurs-là, nous, on l'a fait. Et on a compris. Voilà. Il faut aller pas à pas. Mmh. Cependant, s'il y a un problème Mmh. qui est véritable, qui nécessite véritablement d'être résolu immédiatement, on fonce. Ouais. Dans le cas contraire, on se prépare. Mmh. Voilà. Certaines personnes disent, quand tu as un projet, tu écris. Tu finis d'écrire, tu gardes. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train d'écrire ce projet-là, ça veut dire que vous avez le temps de vous préparer, de réunir tout ce qu'il faut pour Mmh. pouvoir le lancer. Mais en même temps, vous devez prendre le temps pour vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Mmh. Aujourd'hui, moi, je suis également un entrepreneur numérique, OK. mais ça ne se sait pas. J'ai 2 applications, Waouh! Invest et Dexter Imo, qui sont déjà sur Play Store, App Store et tout. Mmh. Mais le moment viendra. Donc, vous comprenez que ce sont des soucis que j'ai Mmh. vus, des problèmes que j'ai vus. Ouais. On a essayé de trouver une solution et on attend. Parce qu'également, le numérique, ce n'est pas un entrepreneuriat standard, hein. Mmh. Le numérique, il demande beaucoup d'argent, Mmh. beaucoup d'investissement sur le long terme, parfois à perte sur le long terme. Et ça, c'est beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Bien sûr. C'est différent d'une entreprise où on vend un Ouais, produit ou un ouais, ouais. service où on peut gagner un peu En d'argent même chaque temps, mois si, pour si. manger. Le numérique, c'est généralement beaucoup d'investissement et Oui, sur bien le long sûr, terme. bien sûr. Le simple fait même que de créer une application, déjà, C'est de l'argent. c'est de l'argent. Et donc, il faut savoir vers où se tourner. Mmh, Voilà. ouais, c'est tellement bien dit parce que, heu, faire une application, tu Oui, vas payer les développeurs, tu vas exactement. payer l'hébergement et après il y a le marketing aussi après, voilà et puis il faut t'assurer que tu résous réellement un problème. Donc Exactement. tu peux revenir vers tes développeurs, ils vont donc c'est vraiment un gros budget alors que Exactement. tu n'es pas encore payé là maintenant parce que si l'application bug, c'est pas encore au top, Exactement. les gens ne viendront Et pas. et c'est justement l'un des soucis, hein, que peuvent rencontrer les entrepreneurs numériques. Mmh. Notre environnement n'est pas encore prêt. Mmh. Cependant, l'environnement se Se prépare. prépare, ouais. Voilà, ça se voit un peu partout que l'environnement se prépare. Il y a beaucoup d'initiatives. Mais Mmh. moi, je le dis toujours, si Facebook était né en Afrique ou en Côte d'Ivoire, c'est pas sûr que Facebook serait ce que Facebook est Bien aujourd'hui. sûr, bien sûr. Parce que l'environnement n'est pas le même. Mmh. Du coup, notre combat, c'est de faire en sorte qu'on puisse arriver à ce type d'environnement-là, Mmh. où des entrepreneurs peuvent vendre une idée. Vous Mmh. savez, il y a des gens qui sont super ingénieux, Ouais. qui peuvent voir une idée, mais on a l'impression que parfois l'Afrique tue donc ces idées. Mmh. D'accord? Il y a des gens qui sont super performants, ils ont une idée qui peut révolutionner l'Afrique, le monde, peut-être un pays. Mais cette idée-là peut mourir tout simplement parce que par derrière, il n'y a pas le soutien qui va avec. Mmh. On ne va pas demander à cette personne de maîtriser en même temps des notions de marketing, de comptabilité, etc. etc. Ce sont des inventeurs. Ouais. Maintenant, il y a des entrepreneurs Mmh. qui sont obligés, un peu comme nous, de connaître un peu de tout Mmh. pour pouvoir lancer le business. Sinon, ça ne va pas cartonner. Alors qu'une bonne idée est directement entourée des meilleurs esprits. Mmh. Donc, d'un bon comptable, d'un bon marketeur, Marketeur. etc., qui mettent en place des stratégies autour de l'entreprise et autour de l'entrepreneur, mais également autour de l'idée, et ça cartonne. Mmh. Avec un fonds d'investissement qui injecte de l'argent dedans, tout le monde est content. Au bout de 2, 3 ans, on voit que l'entreprise commence à cartonner. Mmh. Mais on le voit, on le voit. Ouais. Voilà, donc ce sont des éléments à prendre en compte pour les jeunes entrepreneurs qui veulent investir donc, dans le numérique. Mmh. Il faut analyser tous ces contours-là. On n'investit pas dans le numérique n'importe comment. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est Et ça. aujourd'hui, on a des exemples, hein, donc on a des entrepreneurs numériques ici qui ont réussi Mmh. donc, à montrer qu'il est possible de créer des startups numériques, de faire des levées de fonds. Et même quand on regarde bien, regardez toutes les levées de fonds, elles ne viennent pas d'ici. Ouais. Elles ne viennent pas d'ici. Et si une levée de fonds ne vient pas de votre pays, ça veut dire que limite l'entreprise là a des comptes à rendre ailleurs. Mmh. D'accord? Et nous, on est pour un combat qui dit que on doit parler de patriotisme économique. OK. D'accord? Mmh. Il y a des efforts qui sont faits, mais il faudrait qu'on continue tous ensemble en tant qu'entrepreneurs à faire des propositions, parce qu'il y en a qui ont des contacts, peut-être qui ont la possibilité de pouvoir avoir des fonds de l'extérieur, mais il y en a que non. Mmh. Donc,
ces petites entreprises-là doivent être incubées Mhm. de sorte à pouvoir déceler donc ces opportunités-là. Et puis, on doit avoir également la culture de l'investissement. Il faudrait qu'on arrête d'investir dans... On doit investir, en fait, par exemple, en bourse, par exemple, dans des entreprises, en prenant du capital. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mhm. Donc, on doit investir en pouvant prendre du capital dans les entreprises. Tous les entrepreneurs que vous voyez là, la majorité, ils sont seuls. Mhm. Ils ont 100% de leur entreprise. Ouais. Mais est-ce qu'il y a un cadre Mhm. qui permet donc de pouvoir se préparer pour pouvoir rencontrer des investisseurs, non pas internationaux, non pas des fonds d'investissement internationaux, mais locaux? Ce qui voudra dire que l'environnement même immédiat, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Mhm. C'est pas possible. Mais tout le monde peut être Ouais, investisseur. ouais. Mais donc, si ce cadre-là, il est fait, les gens vont commencer à acheter des actions dans des startups, ainsi de suite. Ces actions vont permettre à ces startups d'être encadrées, Mhm. d'être mieux structurées dès le départ et de pouvoir pousser. Et l'une des raisons pour lesquelles les entreprises souffrent, c'est que le jeune entrepreneur qui vient à peine de commencer son entreprise doit connaître en même temps ce qu'on appelle fiscalité, gestion des ressources humaines, Mhm. etc., etc., etc. Et en même temps, il doit gagner de l'argent pour couvrir ses charges. Mhm. C'est difficile. Ouais, ouais. C'est très difficile. Ça aurait été plus facile pour lui s'il avait des collaborateurs qui avaient déjà cette expérience-là et il se concentrait sur le développement de l'entreprise. Ok. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on essaie de lutter, qu'on essaie de partager le peu qu'on peut et que tous ensemble, on puisse arriver un jour à ce stade-là pour que les entreprises puissent émerger parce que nous, on est confiants et on croit que l'entrepreneuriat est vraiment l'une des solutions efficaces pour résorber le problème du chômage. Bien sûr, effectivement. Mm. Aussi, je pense que l'innovation Mm. dans les startups numériques, Mhm. on n'est pas encore familier. C'est-à-dire nos États, ou bien même ceux qui ont l'argent ici, c'est-à-dire des investisseurs qui peuvent potentiellement investir, ne sont pas encore familiers avec le modèle économique qui est derrière une startup. Parce que, comme tu le disais tantôt, une startup ne va pas générer du revenu en même temps. Généralement, bon, moi j'ai fait un programme de formation au Ghana, c'est qu'on nous disait généralement, c'est que faut faire une startup qui peut vendre quelque chose dès le premier jour. Tu vois, c'est-à-dire une startup qui vend un abonnement en même temps. Tu sais que ça marche, tu peux facilement faire tes projections, savoir que sur un an, tu peux avoir 2 millions, sur 2 ans, 6 millions, ainsi de suite. Donc, le fait que ici en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'un de mes, je veux dire quoi, de mes combats, l'un de mes combats, faire de telle sorte que l'écosystème soit un peu plus mature en termes de start-up et tout. Parce que l'État, je veux dire, la structure ou bien l'institution qui délivre qui délivre, qui délivre des financements aux PME, c'est les banques. Si je me trompe pas, il y a aussi les microfinances. Mais c'est très rare de voir une start-up se rapprocher d'une banque ou d'une microfinance et avoir des fonds parce que la banque a besoin de garanties. Mm. La banque a besoin de garanties. Est-ce que tu... Alors qu'une start-up, même après 2 ans, elle ne sait même pas si le problème qu'elle résout Mm. est un problème qui est Mm. viable, tu Mm. vois. Donc, elle est encore en train de se chercher. Donc, c'est pour ça que les fonds d'investissement européens qui connaissent mieux le marché, une fois qu'on réussit à les convaincre qu'il y a un écosystème en Côte d'Ivoire qui est en train d'arriver à maturation, qui est en train d'être mature, ils vont, vu qu'ils connaissent, ils ont déjà investi, ils vont mettre un peu d'argent dans certaines startups ici en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si C'est tu... vrai, mais Ouais, en fait, ce que moi je veux dire, c'est que déjà, il y a des opportunités qui existent hein, ouais. au niveau de l'État aujourd'hui avec l'agence emploi jeune, etc. et tout, Mm, donc qui arrivent à former des jeunes et qui leur donnent des financements, même au départ, ouais. sans garantie. Mhm, Donc, ils prennent ces garanties-là. Donc, ça existe déjà. Donc, c'est déjà une initiative à saluer. mm. Cependant, la réalité de l'entrepreneur dit qu'on ne prend pas un crédit pour démarrer une entreprise. Exactement, Parce que exactement. quand on démarre une entreprise, on est emmené à échouer. Mmh. Quand on prend un crédit pour démarrer une entreprise et qu'on perd de l'argent, on se retrouve avec énormément de soucis, Mmh. énormément de stress qui peut même aller à la fin du projet. Ouais, D'accord? Donc, ça, c'est une réalité. Tu parles aujourd'hui de fonds d'investissement. mmh, Les fonds d'investissement dont tu parles là, ce sont des personnes qui se sont mises ensemble et qui mettent de leur argent dans des fonds d'investissement. mmh. On devrait commencer par en avoir ici, En Côte d'Ivoire, OK. qui sont axés sur le secteur agricole, le secteur numérique, le Mmh. secteur ainsi de suite. Mmh. Donc, on devrait avoir des fonds d'investissement qui sont axés sur différents secteurs. Mmh. Ensuite, amener à avoir des acteurs qui vont investir dans ces fonds d'investissement-là. Et puis avoir maintenant
le personnel pour gérer ces fonds d'investissement qualifiés. Donc, en ce moment, on pourra avoir l'expérience en s'adossant sur des fonds d'investissement extérieurs, sur leur méthode de fonctionnement, etc., et de travail. Ce qui va permettre maintenant aux entreprises ici d'être financées par des fonds d'investissement locaux. OK. Donc, vous voyez tout ce travail qui doit être fait. Ouais, ouais. Sinon, en vérité, nos entreprises ne vont pas nous appartenir. OK. Un fonds d'investissement américain vient mettre 10 millions de dollars dans votre entreprise. L'entreprise, vous pensez qu'elle est encore ivoirienne? Mmh. À la sortie, si vous ne pouvez pas racheter les actions, il peut vendre les OK. actions à quelqu'un d'autre. D'accord? Mmh. Donc, cette entreprise-là, elle exerce, elle s'étend, elle se développe, mais en vérité, elle ne nous appartient pas. OK. Mais est-ce qu'on ne Et remarque à pas un certain moment donné, mmh, le monde, c'est une guerre. ouais. Et là, on parle de guerre économique. Mmh. Chaque entrepreneur est un soldat de son économie. Et un soldat, il doit être équipé, OK. il doit être prêt. Et donc, l'objectif n'est pas que d'avoir des entreprises voilà, qui sont financées par des fonds internationaux. C'est très bien, c'est très bon Mmh. et ça permet déjà de créer de l'emploi et ça permet à nos entrepreneurs qui ne trouvent pas cette opportunité ici de l'avoir ailleurs. Mmh. Mais à terme, l'objectif serait de pouvoir avoir des fonds d'investissement locaux, d'accord? Pour justement justifier ce patriotisme économique-là. Parce que ça, c'est un élément très important Mmh. à ne pas négliger parce que sur le plan macroéconomique, ça se sait et ça se sent. Une entreprise, regardez par exemple l'entreprise nigérienne d'Aliko Dangote. Ouais. Il n'aurait jamais fait une raffinerie de cette envergure-là si ce n'était pas son pays. Mmh. Il n'aurait pas été nigérien, il l'aurait fait dans son pays. Mais aujourd'hui, il investit dans plusieurs secteurs et ça marche. L'entrepreneur, il est d'abord patriote. OK. Il est d'abord patriote. Vous allez remarquer que l'entrepreneur, même les personnes qui sont à l'étranger et tout, quand ils veulent entreprendre, ils veulent faire un business, ils veulent venir le faire chez eux. Mmh. On a tous un devoir de servir à notre économie. Ouais. Ça, on a tous ce devoir-là. Chacun essaie d'apporter la pierre qu'il peut petit à petit. Et produit, service, ainsi de suite, on arrive à créer quelque chose de grand. Mmh. Mmh. Voilà un OK. peu. D'accord. Ma prochaine question, c'est au niveau des fonds d'investissement. Oui. Est-ce que les PME reçoivent aussi des financements au niveau de cet ensemble de personnes Oui. qui s'associent pour pouvoir injecter de l'argent dans une pierre? Est-ce que ça existe aussi? Pas en ma connaissance. OK. Je sais que certains entrepreneurs bénéficient donc de fonds donc de particuliers. Mmh. Mais justement, encore, c'est pas encadré. OK. Et après, ça se termine souvent mal. D'accord? Parce Mmh. que quelqu'un a de l'argent, il voit que le jeune il est en train de pousser son entreprise, je vais injecter l'argent dedans. Mais il n'y a pas le cadre qu'il faut. Mmh. Dès l'instant où le cadre il est là et que les choses sont structurées, tout va bien. Mmh. Donc, ces personnes qui ont de l'argent là doivent se mettre en fonds d'investissement où il doit avoir des entrepreneurs, des Ouais, entreprises qui créent véritablement des fonds d'investissement sérieux, basés sur l'expérience de fonds d'investissement internationaux, parce qu'on ne réinvente pas la roue. bien sûr. On commence où les autres se sont arrêtés, Mmh. d'abord pour Mmh. commencer. Mmh. Voilà. Et puis, on essaie de pousser. C'est OK. véritablement ça. On veut voir des entreprises ivoiriennes exceller en Chine, Mmh. des entreprises ivoiriennes exceller en France, des entreprises ivoiriennes exceller aux États-Unis. Pas que ce soit eux, leur entreprise, qui ne Qui font que excelle ici. venir ici et qui excellent ici. Non. OK. OK. Ça joue sur le plan macroéconomique. Mouais. Et Mmh. ça, c'est capital. On ne le voit pas, on ne le ressent pas tout de suite, on va le sentir plus tard. Parlons de numérique. Facebook, il y a eu beaucoup d'argent injecté dans Facebook. Mmh. Le départ de Facebook, c'était il faudrait qu'il y ait assez de communication et que les gens créent des comptes, créent des comptes, créent des comptes. Mais pendant que les gens créaient des comptes, il fallait gérer le back-office avec du personnel qualifié. C'était de l'argent. Mmh. Pour un étudiant qu'il était, il ne pouvait pas financer tout ça. Mais il y a eu un fonds, il y a eu des personnes qui ont cru Mmh. au projet et l'argent est injecté au fur et à mesure jusqu'à ce que ça puisse cartonner aujourd'hui et Facebook est devenu ce que Facebook est. Mmh. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes connectées qu'on peut vendre des publicités, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça, ainsi de suite. Donc, c'est réel. Voilà. OK. Et là-bas, il y a des entreprises, par exemple, qui se vendent. Mmh. Moi, je peux créer une entreprise et puis je peux la vendre. Mmh. D'accord? Ici, est-ce que ça se fait? Non.
Donc, D'accord. ce sont des réalités. Parlons de numérique, beaucoup d'entreprises, de start-up numériques, il y a des personnes qui créent juste l'application, qui créent comment ça se passe et tout, et puis qui vendent. Bien sûr. Voilà. Il est mieux donc d'être, on va dire, propriétaire d'un hôtel comme Azalai avec 10% d'actions, Mhm. d'accord, que d'être seul propriétaire d'un petit hôtel donc au quartier Mhm. à 100% d'actions, disait le propriétaire d'Azalai. Ah, c'est lui-même qui a dit ça? C'est lui-même qui l'a dit. Et donc, Ah, à un certain moment donné, on doit s'ouvrir. Il faut que le cadre soit mis en place pour ne pas que ça crée après des problèmes. Quand on ouvre trop vite et pas aux bonnes personnes, on se retrouve avec des problèmes. Il faudrait que le cadre là soit uniquement lié à la personne morale qu'est l'entreprise et que les choses se définissent de façon très claire dès le départ. Mais également que les visions soient soutenues. On a beaucoup de jeunes qui rêvent. Nous, on est dépassés. Ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, souvent on regarde, on dit, mais oui, effectivement, il faudrait qu'on... Si on dort, c'est pas bon. Donc, c'est ce challenge-là. Et bon, je pense que c'est intéressant. mm. C'est intéressant. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui voient grand et on a beaucoup de startups numériques aujourd'hui qui existent, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, il y a Mm, 20 mm, ans. mm. Donc, c'est dire que les gens commencent à avoir grand. Et c'est ça le plus important. Ouais, ouais. Est-ce que Benaziz fait une différence entre être patriote et être nationaliste? Alors, déjà, il faut savoir ce que c'est que le patriotisme Mm. et puis ce que c'est que le nationalisme. Donc, mes définitions propres, hein, d'accord? Euh, pour moi, les deux mots convergent, Ok. d'accord? Pour moi, les deux mots convergent, mais il y a quand même des points de divergence, d'accord? Le patriote, mais il aime sa patrie, d'accord? Il est prêt pour sa patrie. Mhm. Il se bat pour sa patrie. Celui qui est nationaliste, généralement, euh, il préfère tout ce qui est, on va dire, à titre d'exemple, hein, il veut acheter uniquement des produits qui viennent De son d'ici. pays. Ok. C'est un exemple. Ok. D'accord? Le patriotisme va au-delà de Ok. cela. Le patriotisme, il sort du cadre donc, de notre pays. Mhm. D'accord? Mhm. Ça, c'est le patriotisme. Mais en termes de nationalisme, c'est cadré dans le pays. Tout ce qui se fait dans le pays doit être fait avec les gens du pays, Mhm. ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand ce n'est pas une entreprise ivoirienne, automatiquement, il met un blocage. Mhm. etc. Alors que le patriotisme, il est un peu ouvert. Ok. Il est un peu ouvert, mais lui, il cherche à faire quoi? À défendre le pays au-delà de ses frontières, Mhm. mais également à l'intérieur. Donc, dans le patriotisme, il y a un peu de nationalisme, mais ce n'est pas euh, fixé, fixé, fixé. D'accord. Ça, c'est ma propre définition des Ok. choses. Ok. Je posais la question justement parce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une corrélation entre patriote national et puis le fait que ça booste l'économie locale même du pays? Parce qu'on peut prendre l'exemple du Ghana. Voilà, comment je vivais au Ghana, je peux assurer que le Ghana, c'est vraiment un pays, ils sont nationalistes. C'est-à-dire vraiment, c'est eux d'abord. Et je voulais, parce que j'ai lancé une start-up étant au Ghana, mais ma start-up était au Nigeria. Bon, c'est un programme qui se fait au Ghana. On reçoit des fonds, on va au Nigeria pour lancer le projet. Donc, dans ce même programme, il y avait des Ghanéens qui devaient s'associer avec des Nigérians pour lancer au Ghana. Mhm. Et lorsqu'on faisait le cours sur tout ce qui est réglementation, tout ça, je ne sais pas si je me rappelle, mais en tout cas, pour pouvoir ouvrir une entreprise au Ghana en étant un étranger, il fallait que tu, je sais pas, investisses un minimum, tu as un capital minimum de 200 000 $. Maintenant, c'est 1 million de dollars. Waouh! Ouais, Ah, donc j'avais raison. ouais. Donc quand j'ai regardé ça, je me suis dit, est-ce qu'il y a une preuve concrète que ça aide le Ghana à booster son économie? Alors, là, c'est une question qui va revenir peut-être aux économistes donc, de D'accord. haut niveau. Cependant, moi, je crois, d'accord, que de façon terre à terre, comme on le dit, on doit protéger notre économie. Bien sûr. On doit protéger nos entreprises locales et on doit les porter. D'accord? Vous savez, les grands pays prennent leurs entrepreneurs et vont négocier des marchés pour eux sur d'autres pays. Mm. On doit être capable déjà de protéger l'économie locale parce que
une économie qui n'est pas maîtrisée par, euh, on va dire, la population locale, c'est dangereux. Mhm. La Côte d'Ivoire est un pays assez ouvert, ce qui est juste et c'est bien, mais on ne protège pas beaucoup nos entreprises. Mhm. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est plus difficile pour toi de compétir avec une entreprise ghanéenne au Ghana. Mhm. En Côte d'Ivoire, tout le monde au même pied d'égalité. Et donc ça, il faudrait que on puisse lutter pour que les entreprises soient privilégiées. Mhm. Écoutez, si on n'est pas privilégié chez nous, on sera privilégié où? C'est vrai. Ça commence par ça. Mhm. Ça commence d'abord par ça. On ne va pas aller aux États-Unis et puis on sera privilégié. On ne va pas aller en France, etc., où on sera privilégié. Non. Donc, ça commence d'abord par ça. Mhm. Le Ghana à côté de nous ici le fait. Mhm. D'accord? Le Mali, aujourd'hui, les entrepreneurs maliens sont en puissance. Mais ici, notre économie est généralement répartie. Ok. C'est maintenant que les jeunes Ivoiriens essaient de prendre leur place, de prendre leur Mhm. marque et Mhm. tout. Mhm. Mais l'économie est très répartie. Est très, très, très répartie. Mhm. Donc, on doit pouvoir avoir ce petit avantage-là Mhm. qui va permettre à nos entreprises déjà de performer sur notre territoire. Parce que les entreprises qui quittent ailleurs pour venir, elles performent d'abord chez elles. Bien sûr. Et elles gagnent assez d'argent pour venir ici Ici. Mhm. et prendre de l'argent ici pour retourner. Regardez aujourd'hui, on ne va pas faire de publicité, mais la Chine ouvre des locaux de vente ici. Il y a des jeunes entrepreneurs avant Mhm. qui partaient en Chine, qui achetaient de la marchandise Mhm. et qui venaient vendre cette marchandise sur le marché local. Mhm. Et ça, on se comprend. Maintenant, ces jeunes entrepreneurs-là voient que la Chine elle-même vient vendre sur le marché local. En d'autres termes, eux, leur business stop. C'est bon, ouais. Donc, sur le plan économique, cet entrepreneur qui prenait de l'argent, qui partait en Chine, qui achetait de la matière première et qui venait vendre ici dans des magasins, etc. et tout, payait des magasins, voilà, payait un personnel. Et le bénéfice qu'il gagnait, qu'est-ce qu'il faisait? Ce bénéfice-là est utilisé pour construire des immeubles, des Mhm. maisons. Dans son L'argent pays. tourne Mhm. et ça reste ici. Bien sûr. Si c'est l'actionnaire de son entreprise, que l'entreprise a fait un bénéfice net donc de 100 millions, les 100 millions vont rester ici généralement. Mhm. Mhm. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est son pays. Ouais. Il va investir dans son pays. Il peut même aller faire autre chose. A contrario, quand le fournisseur lui-même, Mhm. il vient devenir fournisseur ici, ça veut dire que tout l'argent, il collecte l'argent avec le consommateur final ici, Mhm. et puis il retourne avec son argent pour aller développer lui son pays. Mhm. Simplement, Bien sûr. simplement. Mhm. Au Ghana, par exemple, c'est difficile d'acheter la terre. Mhm. La terre ne va jamais vous C'est appartenir. pas, c'est pas évident. Mais ici, Ouais, tout le monde. et donc, simplement, si, on va dire, des milliers de personnes achètent des milliers d'hectares ici, en vérité, dans 10 ans, dans 20 ans, il ne nous reste plus rien. Bien sûr. Donc, il faut véritablement cette politique de protection de notre économie. Mhm. Aujourd'hui, on parle d'industrialisation. Le premier président de la Côte d'Ivoire a dit que l'avenir de la Côte d'Ivoire reposait sur l'agriculture. Aujourd'hui, il n'a pas l'agriculture sans transformation. Mhm. Comment est-ce qu'on passe à ces phases de transformation-là? Et nous, au niveau de la Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire, on lutte pour. Donc, on a des projets, par exemple, pour permettre à ce qu'il y ait des industries dans chaque département de Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez une industrie, par exemple, locale à Bondoukou, qui est aux normes internationales avec toutes les certifications ISO, Mhm. parce qu'un seul entrepreneur qui doit venir faire ça, ça va chauffer. Mhm. Mais cette usine, elle est là et elle peut transformer l'igname en farine d'igname, en fruits d'igname surgelés, etc., etc. Donc, le producteur, quand il n'arrive pas à vendre, il va déposer son stock à l'usine. L'usine fait la première transformation. Donc, on crée d'autres entrepreneurs. Parce que moi, je peux me lever, je peux dire, OK,
j'ai bien envie de faire une farine d'igname avec tel ingrédient. Ou bien des frites d'igname surgelées Ouais. qu'on va vendre également dans tous les fast-foods, etc. et tout, pour pallier aussi avec les frites et tout, de pommes de terre. Donc, je vais à l'usine, j'achète la matière première déjà, on va dire, préparée. Je donne mes éléments de transformation, on me transforme, on emballe, on met mon étiquette dessus, tout à l'usine. Et moi, maintenant, je développe ma distribution. Mmh. Je peux même exporter. Donc, pour avoir des frites d'igname suggérées de la Côte d'Ivoire en France, aux États-Unis, ainsi de suite, Mmh. partout. Mmh. Quand on va me demander les certifications, l'usine a déjà toutes les certifications. Mais imaginons qu'on ait ces usines dans chaque département, qu'on ait véritablement ces pôles économiques. Mmh. Ce sont des usines de prestation de services. Donc, le service, il est payé, donc l'usine gagne de l'argent. Cet argent-là peut permettre au conseil régional ou aux différentes régions de pouvoir développer beaucoup de choses. Les travailleurs, ça va créer de l'emploi dans la zone, mais ça va créer également d'autres types d'entrepreneurs qui ne vont plus réinventer toute la machine. Aujourd'hui, vous avez des petits producteurs. On ne peut pas compétir avec l'international en faisant Ouais, ouais. petit. Commençons par avoir de super grandes usines. C'est pour ça que moi, je dis que notre usine, elle va faire plusieurs hectares et on va construire des maisons tous les jours. OK. On va vendre dans toute l'Afrique. Dans la vision, on veut construire les villes africaines du futur. Mmh. Chaque jeune entrepreneur africain doit rêver grand. Il doit avoir peur de ses rêves. Et le rêve, c'est celui qui nous empêche de dormir. Ce n'est pas celui qu'on fait quand on dort. Wow! Punchline. Voilà. Ouais, Donc, ce sont des éléments que je trouve capitaux ouais. pour notre jeunesse d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est dur, Mmh. mais il faut tenir bon. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est difficile, mais il faut tenir bon. Et donc, je pense que l'État va certainement entendre le cri de cœur des jeunes qui, un peu partout, disent qu'on a besoin de social, etc. et tout, de politique sociale pour les entrepreneurs. On a besoin que ces entreprises soient protégées vis-à-vis de d'autres entreprises. Ça va venir. Ça va venir et c'est l'un de nos combats. Je pense qu'on nous écoute un peu. Donc, au fur et à mesure, ça va venir. Déjà, il y a déjà des initiatives, hein. On voit des jeunes entrepreneurs qui sont financés. Mais un seul entrepreneur qui devient comme Aliko Dangote Mmh. emploie des milliers de personnes. D'où j'ai très aimé le programme de champions nationaux. Il en est où? On ne sait pas pour l'instant, mais c'est un programme qui peut véritablement permettre à des startups de pouvoir véritablement devenir des champions, de véritables champions nationaux. Il en existe ici, regardez Monsieur Diagou. C'est un exemple palpable. C'est un champion national qui a réussi véritablement à avoir une entreprise ivoirienne qui est au-delà des frontières ivoiriennes dans d'autres pays. Moi, quand je vais dans un autre pays, justement, et puis je vois la banque, je Tu suis fier. fier de Ouais. moi. Bien sûr, Mais bien sûr, arrivons à cela. bien sûr. Arrivons à cela. C'est ça aussi, ce patriotisme économique. Mmh. On doit se mettre au même niveau. La Chine l'a réussi. Mmh. La Chine l'a réussi. Écoutez, si la Côte d'Ivoire veut produire du bétail, vous savez qu'on importe pratiquement entre 70 et 80% de bétail. Énorme. C'est énorme, ça. C'est énorme. Mais est-ce que nous n'avons pas la capacité de construire la plus grande usine de production et de transformation de bétail d'Afrique de l'Ouest? Mmh. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, il y a des appels à financement, Mmh. donc même au niveau de l'État, Mmh. d'accord, pour des projets étatiques. Mais ça peut faire l'objet également d'un projet étatique parce que le salaire ne suffit pas, il ne suffira jamais. Ouais. En d'autres termes, les gens sont prêts à investir pour créer une usine dans leur pays qui est bien encadrée. Mmh. On peut donner 5% des actions ou 10% à une multinationale qui va nous mettre directement donc une expertise depuis de peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans dans le domaine à disposition. Mmh. Et on pousse, on fait le retour. Au lieu que ça quittait ailleurs pour venir, maintenant ça quitte ici pour partir. Il y a la ZECAF qui est là aujourd'hui. Ouais. On en parle, mais en vérité, on n'a pas encore compris le sens. Moi, j'ai pas encore. C'est dangereux Ouais. si on n'est pas prêt. Le marché sera ouvert. Et quand le marché est ouvert, ça veut dire que
Toutes les entreprises qui ont signé la convention pour la ZCAF peuvent venir vendre leurs produits ici avec toutes les facilités possibles. En même temps, il faudrait que nous, on soit prêts à aller vendre là-bas. Ouais. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a véritablement ces industries? Aujourd'hui, vous avez une commande même d'un partenaire chinois. Même quand il vous fait sa commande, vous regardez, vous ne pouvez pas. Parce qu'on n'est pas prêt. Quand je voyage et puis je vois la forêt sur des centaines de kilomètres, je dis, mais ces herbes-là, Bien ça sûr, pouvait être de l'argent. bien sûr. Ça pouvait être de l'argent. Ouais. Donc, tout simplement, on doit commencer à penser très, très, très grand. Ouais. Agriculture moderne, transformation moderne. Mettre les agriculteurs ensemble, mais que les choses se fassent de façon très organisée et qu'ils aient des débouchés. Regardez le cacao. Vous pensiez que si le cacao était vendu de façon détachée, ça allait marcher autant? Il y a eu un cadre qui a été mis en place qui permet aux producteurs de dormir tranquille. Quand ils finissent de produire la qualité qu'il faut, ça part. Bien sûr. Sans problème. Mais aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont des champs de mangue et puis dont la moitié de la production pourrit sur le champ. Il faut limiter ces pertes. Déjà qu'on n'en a pas assez. Mais il faut promouvoir également donc, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, numériques, agricoles, ainsi de suite, avec de grands projets. Quand je pose la question, je l'ai mis sur mes réseaux il y a peu, c'est quoi le rêve ivoirien? Est-ce qu'on en a? Parce que tout commence par une vision. Ouais. C'est quoi le rêve ivoirien? Combien d'Ivoiriens, on va leur poser cette question, ils pourront répondre à l'aise. On n'a pas dit de donner nos propres définitions, mais c'est quoi le rêve ivoirien qui nous a été inculqué? Ouais, une définition commune. Comme ça, on sent qu'on travaille vers la même vision. Quand on parle de patriotisme, regardez, Bien au sûr. primaire, là, quand on est arrêté devant le drapeau et qu'on est en train de faire l'hymne national, on est Ouais. fiers. On est fiers, ouais. Le football, quand on joue au football, que notre équipe joue et qu'on entend l'hymne national, on est fiers. Mais cette fierté-là, on doit la ressentir également dans notre économie. Ouais. On doit pouvoir sentir ce patriotisme économique-là régner. Et ça va permettre à nos entrepreneurs, à nos entreprises de pouvoir performer. Sur le plan social, c'est très vaste. Sur le plan social, c'est très vaste. Déjà, un entrepreneur même qui arrive à embaucher 1, 2 personnes, déjà, il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup. 50 à 80% des entreprises qui se créent ferment en moins de 5 ans. Donc, déjà, c'est un problème à résoudre. Ouais. Parce que normalement, une entreprise n'appartient pas à l'entrepreneur. Une entreprise appartient à l'État. C'est une personne morale. On doit être capable de vider l'entrepreneur de son entreprise s'il la gère mal. Parce que les impôts qu'il va payer comptent pour le pays. Les emplois qui sont créés sont à préserver. Je répète, sont à préserver. Rien que pour ça, il a une pression d'encadrement qui l'oblige à bien gérer son entreprise. Ce qui fait que s'il y a des crises qui arrivent, donc qui peuvent faire qu'une usine ou une entreprise puisse fermer, l'État intervient et rapidement. On l'a vu dans certains pays où des usines étaient sur le point de fermer à cause de la crise économique. L'État était obligé d'injecter de l'argent dedans pour que ces entreprises puissent tenir. Ce sont des réalités. Donc, il ne faut pas laisser nos entreprises mourir. On doit sauver le maximum d'abord. Donc, qui devient le médecin de ces entreprises-là? C'est un cadre légal à créer pour que ces entreprises puissent performer. À chaque niveau d'activité, dans chaque domaine, l'entrepreneur voit des problèmes et peut proposer des solutions.
Mais certaines solutions ne relèvent plus de l'entrepreneur. Mhm. Il faudrait qu'il y ait Ouais. des décisions politiques. Et c'est justement le rôle qu'on essaie de s'assigner en essayant de porter les voix de tous ces jeunes-là et en le disant haut et fort, on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose pour notre économie, on peut faire quelque chose en faisant des propositions. Et au fur et à mesure, ces propositions seront prises en compte de sorte à pouvoir améliorer notre environnement. Aujourd'hui, vous avez, là je suis en train de vous donner quelques axes de notre programme. Vous avez des étudiants aujourd'hui qui, parfois, excusez-moi du terme, sont obligés de faire d'autres choses pour pouvoir même ne serait-ce que payer leur cours, pardon, leur chambre universitaire. Donc, il y a des chambres qui sont d'ailleurs à moins de coût. Mm. Mais un enfant de pauvre qui quitte au village, qui a été orienté dans une université, il n'a même pas un ordinateur. Mhm. Allez-y à l'université. Ouais. C'est même pas normal qu'un seul étudiant n'ait pas un ordinateur. C'est vrai, il y a des salles informatiques, médias, etc. et tout, mais pour combien de personnes? Mm. L'ordinateur est un outil qui doit être utilisé pratiquement tous les jours pour être maîtrisé. Est-ce qu'ils seront prêts à embrasser donc le monde du travail pendant que les autres sont déjà à un autre niveau? Donc, il y a des problèmes qu'on essaie de déceler et pour lesquels on essaie d'apporter des solutions. Vous savez, aujourd'hui, il y a le Burkina qui l'a lancé récemment, qui a dit que les étudiants allaient être payés. Mais c'est quelque chose que nous, on a écrit depuis des années, qui est prêt. Payer les étudiants chaque mois? Les étudiants de Côte d'Ivoire peuvent être payés chaque mois à hauteur de 100 000 francs Ok. par mois Mm. pendant 2 ans, Mm. en se basant sur un système classique simple. Ceux qui sont en bas cotisent pour payer ceux qui sont en haut. Donc, ceux qui sont de la 6e à la terminale cotisent pour payer ceux qui ont eu le bac. On a à peu près entre 80 000 et 100 000 bacheliers chaque année. Et Mm. pourtant, on a des millions d'élèves en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, une fois que c'est structuré, mais l'enfant, il a 600 000 francs juste après son bac. Mm. C'est 6 mois de rappel. Je vous le dis parce qu'on l'a écrit, Mhm. donc je sais de quoi je parle. 600 000 francs qu'il a par mois, il est capable d'utiliser ça déjà s'il n'a pas de chambre à l'université, de se mettre avec ses amis pour prendre une petite maison. Mm. Il va se concentrer sur ses études, donc il sera performant. Il peut s'offrir un ordinateur. Et ensuite, il a ses 100 000 maintenant chaque mois qui lui permettent de vivre et de se concentrer sur ses études. Ouais. 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 Mais Ouais. comme c'est un fonds qui va finir au bout de 2 ans, qu'est-ce qu'il fait? C'est un fonds d'amorçage à l'entrepreneuriat. Mm. Mm. L'État n'a pas mis 5 francs dedans, hein, c'est juste un cadre qui a été créé, un système. D'accord? Mhm. Et donc, à terme, ce qui peut se passer, c'est que ce jeune, au bout de 2 ans, va créer une activité génératrice de revenus. Alors que dès l'instant où vous créez une activité génératrice de revenus, vous n'êtes plus considéré comme chômeur. Mais même dans le système éducatif, il est important, en tout cas pour nous, les chefs d'entreprise qui recrutons du personnel, on sait qu'il est important que ce personnel-là soit déjà mis à l'œuvre. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui existent pour permettre aux jeunes d'avoir des stages, ce qui est très bien. Mais est-ce que ces stages-là vont véritablement permettre à tous ces entrepreneurs, ces jeunes de pouvoir avoir un emploi? Généralement, au bout du stage, ça s'arrête. Mm. Ils ont peut-être la compétence, mais s'ils font encore 3 mois, 4 mois sans la pratiquer, J'oublie. le joueur de football, il s'entraîne. Il Tous a un les jours. programme Tous d'entraînement. les jours. Il n'y a pas de stop. Ouais. Donc, si on veut avoir une économie performante, il faudrait Mm. qu'on ait un écosystème qui favorise cela. Celui qui a été formé pendant 3 mois dans un stage et qui arrête le stage et qui fait 3 mois, 6 mois à la maison et qui va maintenant travailler dans une entreprise, il a encore des difficultés à gérer même un ordinateur, il y a un problème. Mm. D'accord? Mhm. Donc, nous, notre rôle, c'est de dire, en tout cas en tant qu'entrepreneur, de dire, ah, c'est vrai, voilà ce qui a été fait, c'est bien, mais il peut avoir des limites, voici des solutions qu'on peut proposer.
relativement à ces limites-là. Mhm. D'accord? Mhm. Et si ce jeune qui est à l'université travaille, je vous ai parlé tout à l'heure d'industrie, mais imaginons qu'on ait ces industries dans tous les départements et que dans le programme d'activité, ce soit obligatoire de faire soit le service militaire, soit travailler dans les usines et industries de l'État. Mais quand vous partez travailler en situation réelle de Mhm. travail. Vous êtes mis à l'œuvre, à l'épreuve. Vous allez faire des rapports journaliers. Vous allez être soumis aux listes de présence journalières, Mhm. etc. Vous allez apprendre à faire des réunions, à faire des rapports de réunion, à faire des inventaires, etc., etc. Mais vous êtes encore à l'école. Mhm. Mais quand vous sortez de là, que vous rentrez dans une entreprise, vous savez déjà de quoi il s'agit. Bien sûr. Et en même temps, l'État gagne aussi parce que les usines d'État ne vont pas avoir embauché. Mhm. Mais ça va les former au fur et à mesure et ça va recréer justement ce patriotisme économique-là qui va montrer qu'on peut créer, on peut faire champ d'arachide, on peut faire ci, on peut faire ça dans notre pays, on peut transformer comme ça. Ça va ouvrir l'esprit. Parce que tout ce que l'esprit peut imaginer, il peut le créer. Bien sûr. Mhm. Tout ce que l'esprit peut imaginer, il peut le créer. L'homme a rêvé de traverser la mer et les navires furent créés. Mhm. De voyager par le ciel, les avions furent inventés. Et même de sortir de la terre, Mhm. et puis la fusée fut créée. La lumière qu'on a aujourd'hui a fait plus de 1000 tests avant de marcher. Mhm. Qui dit test dit matériel. Échec. Ah. Échec, 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 échec. Est-ce que nous, nos ambitions sont plus élevées que ces succès passés? On peut pas en dire autant. Qui a envie de fabriquer une fusée ici pour aller voir ce qui se passe sur Mars? Mhm. Qui peut rêver comme ça? Mhm. Sinon, ça veut dire que nous pouvons le faire. Parce que nos ambitions n'atteignent même pas ce qui a été réalisé déjà par le passé, Mhm. par d'autres Mhm. hommes. Mhm. Mais si oui, ça voudra dire que nous incarnons la maxime, et je cite, défier l'impossibilité de rendre possible ce que vous ambitionnez. Je Ok. répète, défier l'impossibilité de rendre possible ce que vous ambitionnez. Et là, je parle à une jeunesse africaine. Mhm. Nous sommes capables de le faire. Il y a tellement d'opportunités ici. Pour nous qui avons eu la chance de voyager un peu, on comprend qu'il n'y a plus rien à faire là-bas, il y a tout à faire ici. Mhm. Donc l'opportunité se trouve ici. À nous de savoir la saisir, mais dans l'union. Wow. Voilà. Ah, c'était vraiment une masterclass en live qu'on a à laquelle j'ai l'honneur d'assister. Vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment passionnant de voir que toutes ces paroles-là ne viennent pas d'un monsieur qui a 70 ans, qui est, voilà, un jeune, ça motive, ça emmène en fait la jeunesse à redéfinir en fait ses principes. Et voici le vrai président des jeunes en fait. Vraiment, merci, merci. Ma Merci prochaine beaucoup. question, c'est à partir de tout ce que tu viens de dire, on peut dire en fait que Ben Aziz n'a pas peur de l'innovation. Parce que généralement, des gens disent j'ai peur d'innover ou bien j'ai peur de lancer ce projet-là. Parce que avant de lancer un projet, on fait un marché d'études. En fait, pardon, une Une étude étude de de marché, marché. voilà, une étude de marché et tout. Donc, s'il n'y a jamais eu ce genre de projet, comment est-ce que Ben Aziz fait pour alors lancer des projets innovants? Et je veux qu'on atterrisse en même temps sur la seconde entreprise dont tu m'as parlé en off Alors, pour comprendre déjà ce que c'est et d'où est venue l'innovation. Pourquoi est-ce que Ben Aziz n'a pas peur d'innover? alors déjà, il faut se fixer un objectif. Hmm. Moi, j'ai compris, et je l'ai dit tout à l'heure, que l'innovation est la clé pour faire perdurer une entreprise. Hmm. C'est la clé. Donc, c'est une obligation pour chaque entrepreneur d'avoir un élément innovant dans son entreprise chaque année. Ok. C'est une obligation. OK? Mhm. Si vous achetez un téléphone de marque américaine qui, chaque année, fait une toute petite modification et puis vend,
Est-ce que vous comprenez? Mmh. Parce qu'ils ont compris que l'innovation, c'est la base, C'est la clé. c'est la clé. Ouais. Mais ça s'applique également aux petites entreprises. Mmh. Il faut chercher à innover. Et qui cherche finit par trouver. Mmh. Donc déjà, ça, c'est un point. Donc, on a créé l'industrie de transformation métallique. Je me suis assis un jour et j'ai dit, on a un déficit de plus de 800 000 logements en Côte d'Ivoire. Mais dans ma quête, justement, de la réussite, j'ai compris que la plus grande partie donc, des hommes qui ont réussi avaient un pied dans l'immobilier également. Mmh. Mais il fallait entrer, mais en résolvant un problème. Mmh. Pour cela, il fallait être le premier quelque part. Ouais. Il y a une différence entre entrer dans un domaine, trouver des gens, et puis essayer de lutter pour bravir euh, la première place. Mmh. Et puis, il y a une différence quand vous êtes précurseur. Et donc, ça, c'est un autre niveau. On a regardé l'environnement, on s'est dit, il faut construire rapidement, il faut construire adapté à l'environnement et il faut construire moins cher. Mmh. Donc, on a créé l'industrie de transformation métallique. On a commencé petit à petit, donc à travers des portails, des rampes d'escalier, de la découpe laser, ainsi de suite. Et puis après, on a lancé. On construit des maisons en structure métallique. Aujourd'hui, l'usine se veut comme pour objectif de pouvoir construire des maisons chaque 3 jours. Aujourd'hui, on est à 21 jours. Mais lorsqu'on va ouvrir, lorsqu'on va terminer l'usine sur plusieurs hectares, mais ça sera la première usine africaine de construction de maisons qui Ouais. va construire des maisons tous les jours. Mmh. Si on a 800 000 logements à faire dans l'année comme déficit, il faudrait qu'on se mette ensemble. Il faudrait qu'on change le mode de construction. Mmh. Si l'Afrique veut se développer, l'Afrique doit pouvoir également réutiliser ses biens Mmh. et pas jeter, pas détruire. Mmh. Dans la modulation de nos villes, si vous remarquez bien, quand on veut réutiliser un nouvel espace, qu'est-ce qui se fait? On détruit tout. Ouais. On dédommage à coût de milliards de personnes et on doit reconstruire. Un gâchis. J'ai partagé une vidéo de la Chine sur ma page Mmh. récemment. La Chine a déplacé un quartier totalement. Mmh. Donc, ils n'ont pas perdu ce quartier, ils l'ont Ils l'ont déplacé. déplacé. Donc, ils ont anticipé. Ce Mmh. quartier a été construit il y a des années en arrière, mais ils ont anticipé. Et nous devons commencer à anticiper. Mmh. Nous devons commencer à anticiper. Et ça passe déjà par la construction métallique. Mmh. Aujourd'hui, on fait la structure de la maison. Même une opération immobilière qui veut construire ses maisons, ils nous envoient leur plan. On fait toute la structure métallique. On monte tout, on met la toiture. On fait des dalles avec 0 béton, Mmh. 0 bois pour coffrer, donc écologique. Tous les arbres qu'on abat pour pouvoir coffrer les dalles. Regardez les fins de chantier, le bois qui traîne autour. Ce sont des pertes. Mmh. Alors qu'on parle aujourd'hui de développement durable, Mmh. on se place là comment? Donc, vous voyez que c'est ça pour moi l'étude de marché. C'est d'analyser tous les contours de l'environnement et puis de mettre tout ça dans le même seau pour pouvoir sortir une plante que j'appelle projet. Mmh. Donc, tous ces éléments ont été pris en compte de sorte à ce qu'on puisse construire rapidement, on puisse réutiliser. Aujourd'hui, on a des maisons qui sont déplaçables. C'est-à-dire que des villas en bonne et due forme, vous entrez, vous ne savez rien, et qui sont déplaçables. On peut soulever les villas, détacher, mettre sur des camions et puis les déplacer. Mmh. Le lancement va se faire bientôt, mais ça existe déjà, on vend et nos clients pourront se reconnaître. On a des duplex qui, elles, ne sont pas déplaçables sur des camions, mais sont récupérables à 80%. On peut construire des immeubles, on en a déjà fait, en structure métallique. Ça existe de façon subtile. On fait des plaques de fibre de ciment avec la fibre de coco, un peu de ciment et d'autres produits, mais on a des plaques qu'on utilise en guise de mur, Mmh. sur lesquels on peut tirer l'enduit, on peut faire du crépissage, on peut faire ce qu'on veut, mais on peut récupérer tous les câbles électriques à l'intérieur. Donc, il est important de pouvoir innover puis se placer sur un secteur précis. Mmh. Voilà. Il y a des personnes qui ont essayé le préfabriqué, mais qui a toujours été importé. Qui a toujours été importé. Qui a toujours été importé. Aujourd'hui, on a
du préfabriqué adapté à nos besoins qui est réel et qui se confond. Mmh. Ça aussi, c'est un élément qu'on a eu après l'étude de marché. Vous allez voir aujourd'hui, vous devez être capable de voir une maison e-back home, une maison en briques, et puis ne pas savoir c'est laquelle qui est du préfabriqué. On a résolu également ce problème-là. Mmh. Donc, il se confond. Voici des éléments sur lesquels les entrepreneurs peuvent jouer Mmh. pour Mmh. pouvoir développer leur entreprise. Mmh. Et moi, je pense que c'est un élément clé qui nous a permis également de diversifier, mais qui nous permet de rester dans notre vision. Voilà. Ouais. Donc, Ben Aziz est en train de penser la ville, Mm. la ville africaine du Oui, les futur. villes africaines du futur, on doit Ouais. pouvoir reconstruire des villes entières, Mmh. bien définies, bien dessinées, où tout est calculé au millimètre près. Mmh. Qu'on ne vienne pas creuser devant nos portails pour mettre des tuyaux encore et tout. On doit commencer à penser comme ça et grand. Et Mmh. puis à se mettre ensemble et à soutenir cela pour que ça puisse arriver. Mais est-ce que ce genre de projet-là, c'est tellement innovant que je me dis, comment, étant seul, tu arrives à faire tout ça? Est-ce que tu as le soutien, par exemple, du, je sais pas, ministère de la construction? Parce que c'est un projet qui est vraiment à grande échelle. C'est vrai qu'actuellement, en tant qu'entrepreneur, tu vends des maisons à des particuliers et tout, mais dans la vision, est-ce que tu arrives à inclure une entité étatique dans le projet et tout? Alors, je pense que ça va venir et nous OK. sommes ouverts à cela, hein. Mmh. Voilà, ça va venir. Pour l'instant, on prend nos bases, Mmh. on essaie de planter les fondations, de sorte à pouvoir ensuite aller sur une plus grande échelle. Mmh. On essaie de montrer aux gens que c'est possible, qu'il y ait de la communication. Sinon, on a reçu le ministère de la Construction. Vous savez, ils vérifient tous les chantiers qui existent, hein, donc ils Ouais, voient un bien peu sûr, ils et ils savent. sont parfois un peu surpris et tout. Mmh. Donc, on échange au fur et à mesure. Mais je pense que ça va venir. Mmh. La décision doit être prise par les décideurs. Ouais. Et donc, ça va venir. On prévoit bientôt faire des salles de classe modernes. Mmh. Aujourd'hui, vous voyez, avec les conseils régionaux, les salles de classe sont faites et prennent beaucoup de temps à être mises en œuvre, alors que l'année est courte. Et quand on a des salles de classe modernes, modulables et déplaçables, qui sont assez intéressantes facilement, la façon dont on peut soulever des maisons, c'est comme ça qu'on pourra soulever des salles de classe modernes avec des baffes dans le plafond, des caméras déjà intégrées pour pratiquement le même coût qui se passe aujourd'hui. Et Mmh. sinon, un peu moins. Mais des salles de classe modernes, des tables bancs en acier, donc qui vont rester pendant des années. Mmh. D'accord? Mmh. Qu'on n'ait pas acheté des bancs chaque année et tout. Des bancs qui sont pliables également Mmh. pour éviter d'avoir des bancs qui sont dans des camions et puis voilà, difficiles à transporter. Mmh. Des salles de classe qu'on peut très vite envoyer dans dans des zones lointaines pour pouvoir répondre à un besoin. OK. Donc, ce sont des problèmes que nous, on essaie de résoudre. Et Mmh. on est ouvert justement à toutes les propositions venant de l'État, venant d'investisseurs, de fonds d'investissement verts, etc. et tout. On se prépare et on se dit que certainement pour d'ici la fin de l'année, on va commencer à plus s'ouvrir. Moi, je ne veux pas être seul dans ces entreprises, hein. J'aimerais bien avoir des actionnaires. Bien sûr, Voilà, bien sûr, donc bien sûr. c'est un élément important également et c'est un élément qui constitue un levier pour pouvoir grandir donc des entreprises. Aujourd'hui, les Mmh. grands entrepreneurs qu'on connaît ont pratiquement 5-10% d'actions dans leurs entreprises. Mmh. Mais c'est eux qu'on voit, c'est eux qu'on connaît. Mmh. Vous savez quel poste ils occupent? Mmh. Celui d'innovateur. Oh! C'est eux qui réfléchissent et qui rêvent, qui portent la vision et Mmh. qui se disent, mais est-ce que vous savez On on peut peut faire faire ci, ça? ouais. C'est un peu fou, mais on peut le faire. Mmh. Et on essaie, et puis ça marche. Mmh. Et ils sont entourés d'équipes compétentes, d'experts pour pouvoir gérer la suite. OK. Il y a des gens qui savent créer, qui ne savent pas gérer. Mmh. Mmh. Ou qui créent, qui gèrent et puis qui se lassent. Il faut par derrière des business développeurs. Est-ce qu'on en a assez ici Mmh. pour pouvoir développer par derrière les entreprises qui se créent tous les jours? Les entreprises ne doivent pas être seules. Celui qui vient de créer son entreprise au CPC doit être accompagné. Il doit être dans un moule, en fait, qui l'oblige à avoir ses états tout en ordre et qui l'oblige, en fait, à être mieux structuré. Cette structuration va aider son entreprise à pousser. Mmh. Des cabinets qui analysent sa stratégie Mmh. à moindre coût.
C'est vrai, aujourd'hui, on a des CGI, mais ce n'est pas obligatoire. Mmh. Il faudrait que ce soit conditionné pour que les nouvelles entreprises puissent avoir le maximum de chances possibles de réussir ou bien même d'être prêtes à lever des fonds ou avoir des financements. Il y a des entrepreneurs qui performent mais qui ne sont pas prêts à avoir un financement parce que tout simplement, pas derrière le volet administratif, la structuration n'est pas là. Mmh. Donc déjà, l'État peut aider dans la structuration obligatoire, de sorte à ce que ces entreprises à l'apport de financement soient aptes à être financées. Mmh. Ça, c'est déjà un premier point. Mmh. Voilà. Mais en termes d'action que Benaziz, parce on peut voir les programmes des axes de développement, tout et tout, mais à part l'activité d'entrepreneur que tu as, quelles sont les actions aussi que tu mènes pour pouvoir booster la jeunesse, Mhm. tes petits frères, ou bien même souvent tes grands frères, à Mhm. pouvoir aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, à prendre leur vie en main? Alors, je pense que ça, c'est une question, euh, on va dire, d'impact. Quel impact est-ce qu'on peut avoir sur sa société? Bien sûr. Je pense que je suis l'un des entrepreneurs qui a consacré une bonne partie de son temps à faire la promotion de l'entrepreneuriat. Mm. Depuis mes premiers prix en 2016, je partais dans des écoles pour faire des conférences sur l'entrepreneuriat gratuitement, en payant moi-même mon transport, Mhm. pour dire à ces jeunes étudiants que c'est une voie à suivre. Mhm. Quelques années plus tard, ce sont ces écoles ou des institutions qui me cherchaient pour aller faire des conférences. Aujourd'hui, je suis même parfois payé pour aller animer des conférences au plan national comme international. Mais on a réussi quand même à créer ce déclic-là Mhm. chez beaucoup de jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est une fierté pour moi, Mhm. réussir à créer ce déclic. C'est vrai, ça a peut-être parfois joué sur l'évolution de nos entreprises parce que donner du temps à la société, donner du temps à son entreprise, c'est un temps réparti. On ne Mhm. pourra pas avoir forcément le même résultat. Bien sûr. Mais je suis fier de voir que cet élan-là a été pris et aujourd'hui est porté par de nombreuses personnes. Par de nombreuses personnes. Aujourd'hui, je suis content de voir de nombreux entrepreneurs faire la promotion de l'entrepreneuriat. Mhm. Et c'est justement cet engagement-là qui nous a porté à la tête de la fédération, donc des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est un engagement social et sociétal. Donc, on veut apporter notre pierre. On observe l'environnement et on donne un peu de temps pour pouvoir apporter notre pierre. Donc, on a organisé le Salon des opportunités publiques et privées de l'entrepreneur. Vous pouvez voir sur Internet, il y a eu déjà 2 éditions. La troisième édition est pour cette année. Mais il y a eu du monde. On a permis à des entrepreneurs d'avoir des stands, de pouvoir présenter. On a permis aux institutions étatiques de venir dire quelles sont les opportunités qu'elles ont pour les entrepreneurs. Mhm. Et nous, la vision de ce salon-là, c'est que chaque année, on puisse avoir les institutions étatiques, les entreprises privées qui viennent présenter des opportunités et qu'il y ait des formations sur ces opportunités-là. Mhm. Vous avez des cellules aujourd'hui qui ont été créées pour aider les entrepreneurs à avoir accès à la commande publique, mais dont les entrepreneurs ne savent même pas. Mhm. Mais également, l'un des combats que nous avons également, c'est que l'État prend souvent des décisions qui sont très bonnes pour les entrepreneurs, mais qui ne sont pas suivies par les entrepreneurs eux-mêmes. Mhm. Et donc, quand aujourd'hui, par exemple, on a des marchés en gré à gré qui sont autorisés, donc jusqu'à hauteur de 30 millions pour les jeunes entrepreneurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune qui a une petite entreprise peut avoir un marché de 30 millions sans appel d'offres. Mhm. Parce que les appels d'offres étaient un frein Mhm. pour le développement de ces entreprises. Mais par derrière, il faille bien qu'on puisse dire et faire un rapport pour dire qu'effectivement, voici le nombre de jeunes entreprises qui en ont bénéficié. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr. Et ça doit être quelque chose qui tourne parce que ça a été fait pour permettre à des petites entreprises de grandir. Est-ce que vous voyez un peu? Mhm. Donc, il y a des petites choses comme ça pour lesquelles on essaie de lutter, mais vraiment pacifiquement, Mhm. parce que l'État nous a offert une porte ouverte. La Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d'Ivoire est le pont entre les associations qui font la promotion de l'entrepreneuriat et l'État. Donc, à chaque fois qu'on se voit, Mhm. on dit ce qu'on pense, on émet des projets, mais également nous-mêmes à notre niveau, on travaille. Aujourd'hui, nous travaillons même sur le projet ZECAF.
on a émis des projets pour des études de marché internationales, de sorte à ce qu'un entrepreneur qui veut aller investir au Sénégal dans tel domaine d'activité, mais quand il va partir à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, qu'il parte et qu'il puisse dire je veux investir dans tel domaine et qu'on puisse lui sortir une étude de marché qui a été faite à telle période dans ce domaine avec de potentiels clients et contacts qu'il peut rencontrer automatiquement. Ça lui permet d'aller facilement. Mais avant d'aller également, il faudrait que les entreprises puissent être ensemble ici pour pouvoir produire à grande échelle de sorte à pouvoir exporter. Voilà. Donc, il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. Il y a la question de pas de porte aujourd'hui pour laquelle également on lutte. Donc, et même lorsqu'on a interdit à un certain moment donné les engins donc, à 2 roues, on a écrit également pour dire c'est vrai, c'est bien pour la ville, mais il faudrait qu'on trouve avant des solutions pour recadrer les gens. Parce que une petite entreprise qui est frappée par une décision immédiatement risque de mourir. Et si elle meurt, c'est un emploi ou 2 emplois qui sont partis avec. Donc, il faudrait qu'on trouve le moyen d'aller vers le développement, d'accord, en essayant de structurer ce qui est déjà là. C'est très important. Et ça, on parle de politique sociale. Vous avez parlé de patriotisme et de social tout à l'heure. C'est très différent. D'accord? Ça se rejoint sur certains points, mais dans le plan social, c'est super différent. Et donc, aujourd'hui, le pas de porte n'est pas régulé en Côte d'Ivoire. Vous avez des pas de porte de 20 millions, de 5 millions, de 10 millions. Pourquoi? Un entrepreneur qui vient de commencer son activité, qui a besoin d'un local, a-t-il 5 millions, 2 millions pour avoir un pas de porte? Déjà pour commencer. Donc, si les gens ne peuvent pas vendre au bord de la route, il faudrait qu'il n'ait pas à payer de pas de porte ou que ce soit régulé de sorte à ce que ce soit accessible aux bourses. Tout simplement. Et je pense qu'on va y arriver. On va en parler au fur et à mesure, on va y arriver. Mais je pense que ce sont des idées qu'on se donne au fur et à mesure. Et ça, c'est sur le plan de la fédération. Voilà. On essaie de regarder les problèmes d'ordre général pour les entrepreneurs et puis d'essayer d'apporter des solutions. Voilà un peu. Il peut même avoir une taxe, ça je le dis pêle-mêle comme ça, hein, mais une taxe qui va permettre de soutenir les petites entreprises, mais qui sera prise chez les grandes entreprises. Et ça, on se comprend. Pour soutenir les petites entreprises. Parce que dans la politique sociale également, chaque entreprise a une responsabilité sociale et civile. Cette responsabilité-là peut avoir une partie qui va permettre à des petites entreprises de grandir, donc d'embaucher de nouvelles personnes. Donc de ne pas mourir. Parce que si une entreprise qui a bien marché pendant 2 ans, 3 ans, qui a pu payer ses impôts pendant 2 ans, 3 ans, est en train de mourir, une entreprise qui a fait 5 ans d'activité, qui marche bien, et qu'après 6 ans, 7 ans, elle est en train de mourir, on ne doit pas la laisser mourir. Tout simplement. Il faudrait qu'il y ait des fonds prévus pour ça, pour ne pas la laisser mourir. Et j'en parlais, je ne sais plus à qui récemment, mais je disais que ce cadre-là pourrait être créé et on pourrait même tous cotiser, pourquoi pas, mais ce qui allait permettre de faire en sorte que lorsqu'une entreprise est vraiment dans les difficultés, elle puisse avoir une aide qui peut ne pas être forcément financière, mais qui peut lui permettre, en fonction du loyer du local qu'elle a déclaré, d'avoir peut-être 6 mois de loyer qui sont pris en charge. Le personnel qui est déclaré, de les avoir peut-être en prise en charge pendant 6 mois. Ça pourrait permettre à l'entreprise de pouvoir se redresser. Au moins, on aura fait un pas. Et pourquoi pas de pouvoir bénéficier d'un fonds de roulement. Donc, en termes de dette, via une banque. Là, ça reste à travailler, etc. Mais je le dis toujours, on est intelligent. On a beaucoup de cerveau. La jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine d'aujourd'hui est très intelligente. Il faudrait que cet intellect-là ne soit pas perdu et qu'on puisse rêver, mais également pouvoir le réaliser. Voilà.
Super. On tend vers la fin de notre échange. Euh, j'ai deux, trois petites questions pour terminer. Déjà, au plan politique, Mmh. est-ce que tu penses que l'entrepreneur, le jeune entrepreneur, a un impact direct sur la politique ou les politiques pourraient aussi éventuellement avoir un impact direct sur la jeunesse qui entreprend? D'accord. Je pense que déjà, la politique, même quand on la fait pas, elle nous fait. D'accord? Mm, Les jeunes doivent pouvoir s'imprégner de la politique. mm, OK? La politique, elle commence à la maison. La gestion même de sa famille, là, c'est faire de la politique. mm, D'accord? Ensuite, si vous n'êtes pas acteur, donc des décisions qui seront prises pour vous, vous allez subir les conséquences. Voilà pourquoi les jeunes doivent s'intéresser à la politique. mm, Et cette politique-là, c'est à plusieurs niveaux. Je m'intéresse à la politique en participant aux élections, mm, en votant un candidat. mm, D'accord? Je m'intéresse à la politique en proposant des choses à des politiciens. Ne serait-ce que écrire un courrier et puis aller déposer à la mairie pour dire, pas pour demander de l'argent, mais pour dire que sur tel problème que nous avons rencontré ici, voici des solutions qui peuvent être vues comme piste de solution. On a ce devoir-là également. mm. C'est notre pays. On a ce devoir-là aussi. Maintenant, il y a des jeunes qui sont prêts à s'engager en politique. Ça également, c'est bien. Aujourd'hui, on a des amis qui sont jeunes, qui sont maires, qui sont peut-être en train de chercher à devenir députés, Ouais. voilà, qui veulent défendre leur vision. C'est très bien. Nous, on est entrepreneurs. On travaille. Mm, On crée de la richesse. On agit sur le plan politique autrement, mais dans notre cadre, c'est-à-dire sur le plan entrepreneurial. mhm, Voilà. Donc, c'est une très bonne chose que les jeunes puissent s'intéresser. Mais pour ceux qui s'engagent en politique et qu'en politique, il est important de pouvoir résoudre les problèmes primaires, mm, à savoir comment manger, boire, se loger, etc. Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que les jeunes fassent de la politique pour du suivisme. mhm, Un jeune qui fait de la politique doit avoir déjà construit ses besoins primaires. C'est-à-dire qu'il a réussi à avoir un travail, mm. il peut manger, il peut se nourrir, il peut se loger. Se En ce soigner. moment, il prend des décisions objectives, Mm, d'accord, mhm. quand il est en politique. Mais s'il va en politique pour pouvoir se nourrir, la politique, ce n'est pas un métier. Non, Mm, la politique, elle agit à tous les niveaux. Le père de famille fait sa politique à la maison. Il y a des règles. Il a une vision pour sa famille, pour ses enfants, ainsi de suite. Et il organise tout ça, il gère. Le chef d'entreprise fait sa politique dans la gestion de son entreprise. Parce qu'en vérité, c'est juste la gestion des hommes. Tout dépend du niveau maintenant auquel vous gérez ces hommes-là. Mais en tout état de cause, il y a une vision qui est de là, de base. Donc, il faudrait que chacun puisse savoir à quel moment je commence, mm. à quel moment j'agis. C'est très important. Voilà. Mais chaque jeune doit s'intéresser à la politique parce que sinon, les décisions vont nous surprendre. Mm, Un député, son rôle, c'est quoi? C'est de voter des lois et de représenter son peuple à l'hémicycle, donc l'Assemblée nationale. mhm, Si les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ils ne seront donc pas exigeants. Et pourtant, il y a un adage qui dit la loi est censée être sue de tous. Mais la personne qui est partie, que vous avez envoyée pour aller voter la loi, Voter, là, là. est-ce qu'elle est venue vous rendre compte? Mm, Question. mhm. Est-ce que vous avez des moyens pour pouvoir avoir les informations On va vérifier. pour pouvoir vérifier? Est-ce qu'il y a des sondages qui sont faits pour prendre votre avis sur la loi en question qui est en train d'être votée ou bien qui est sur la table? Mm, Donc, quand vous voulez voter votre député, il faut savoir pourquoi est-ce que vous votez votre député. Vous n'allez pas le voter pour sa tête.
Vous allez le voter sur des principes qu'il doit tenir. Il doit défendre vos intérêts. Mhm. Il faudrait que chaque mois, vous puissiez avoir un retour pour dire voici les nouvelles lois en vigueur, voici leurs avantages, voici leurs inconvénients. Et que la commune ou la localité puisse en être informée, puisse en être sensibilisée. En ce moment, on pourra dire que la loi est censée être sûre de tous. Sinon, on sera tous obligés d'aller chercher alors qu'on a des représentants. Donc, quand les jeunes s'engagent en politique, ce n'est pas forcément s'engager pour être à la tête, mais leur engagement va pousser nos politiciens à faire mieux. Mhm. Est-ce que vous voyez un peu? Mhm. Mhm. Et ça pourrait être intéressant. À recevoir même des propositions claires sur la table et puis à avoir la pression de les mettre sur la table jusqu'à ce qu'il y ait un retour. Il peut être positif ou négatif, mais au moins, nous aurons essayé. Mhm. Vous comprenez? Ouais. Donc, ce sont des éléments qui sont importants. Et il faut que les jeunes puissent s'intéresser au développement de leur pays. Est-ce que je pense que les jeunes ont une idée reçue déjà de la politique. Bon, ça, beaucoup de personnes ont déjà en parlé. Du fait que les jeunes ne croient plus vraiment Mm, voilà, aux députés, aux lois, tout ça. mm. Donc, ils préfèrent chercher leur pain, voilà, leur pain journalier. Euh, En Afrique, l'idée reçue, c'est que pour pouvoir avoir un business ou bien pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur, il faut pouvoir appartenir à un parti politique ou bien être proche des politiciens. Est-ce que dans ton cas, dans ton expérience, tu as déjà vécu ça? L'entrepreneur, c'est l'ami de tout le monde. Voilà. L'environnement est là. Il faut infiltrer l'environnement pour pouvoir saisir les opportunités. Mais un bon entrepreneur n'a pas besoin de politique pour pouvoir réussir. Mmh. Il réussit d'abord. Mais la politique lui permet de pouvoir exploser. Mmh. On a un exemple clair d'Aliko Bien Dangote sûr. au Nigeria. Mais il doit pouvoir d'abord réussir. C'est très important. Il faudrait que s'il n'a pas des marchés publics, que son entreprise continue de vivre. Mmh. Parce qu'il aura apporté une solution qui marche véritablement et qui n'est pas fait de l'entrepreneuriat juste parce qu'il connaît un acteur politique qui lui permet d'avoir des marchés. Mmh. Vous voyez un peu? Bien sûr. Ça, c'est une réalité. Il faut fuir ces marchés-là jusqu'à ce que vous soyez stable. Moi, je l'ai fait. Mmh. Par conviction personnelle. Parce que j'estime que je dois bien réfléchir. Je dois être dos au mur et je dois sortir des idées dangereuses. Et une fois que ces idées-là sortent et que j'arrive à avoir un client qui m'appelle de n'importe où et qui me dise que ce produit ou ce service m'intéresse, c'est ça d'abord ma fierté. Ensuite, je cherche le soutien politique Mmh. pour pouvoir étendre. Mais si on se base uniquement sur le soutien politique, vous savez, les régimes, ils changent. Ce sont des hommes. Votre entreprise peut exister pendant 10 ans et juste parce que le pouvoir peut-être change ou la personne que vous connaissez n'est plus là, votre entreprise ferme. C'est fini. Ce n'est pas normal. Mmh. On doit créer des entreprises en se basant sur l'environnement national et international. La politique par derrière est là pour pousser justement nos patriotes économiques là à pouvoir devenir des champions nationaux et internationaux. Mmh. Voilà. C'est comme ça que ça doit fonctionner. De sorte à ce que quand on prenne un jeune entrepreneur ivoirien et qu'on parte le mettre en compétition ou sur un territoire étranger pour pouvoir réaliser quelque chose, qu'il soit capable de le faire et bien. C'est aussi l'image de la Côte d'Ivoire. Mmh. Mmh. Oh, c'était ça mes dernières questions. Je suis vraiment ravi d'avoir cet échange-là avec toi. Merci Je beaucoup. pense que j'ai appris énormément de choses. Donc, mes abonnés, les auditeurs aussi auront sûrement appris. Mm. On ne peut pas forcément tout dire aujourd'hui, sinon on va parler pendant C'est deux clair. semaines. Il y a tellement de choses à apprendre de Mm. ton expérience.
Donc, je pense que peut-être qu'on aura l'occasion de te réinviter, si ton emploi du temps nous le permet. D'accord. Là, je vais juste te demander de terminer sur un mot de fin et on va clore l'émission. Alors, comme mot de fin, ce que j'aimerais dire à ceux qui nous écoutent, c'est que nous sommes ensemble. Nous devons croire en ces rêves-là qui doivent être grands. Nous devons oser rêver et nous devons être persévérants. Mmh. Nous devons nous armer donc d'innovation Mmh. continue et travailler dur pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mmh. Celui qui échoue, l'échec, pour moi, euh, elle n'existe pas. Mmh. C'est juste une opportunité de mieux recommencer. OK. Et celui qui échoue, c'est celui qui ne commence pas. Mmh. Parce que celui qui commence et qui échoue, il n'a pas échoué. Mmh. Il a eu une expérience. Bien sûr. Et l'expérience a beaucoup de valeur. Donc, c'est une opportunité pour lui de mieux recommencer. Mmh. On ne court pas après le succès, il s'attire. Mmh. Et pour pouvoir l'attirer, il faut soi-même devenir attirant. OK. Pour devenir attirant, il faut se former, il faut s'informer, il Mmh. faut faire des recherches. C'est comme ça qu'on va tous se retrouver au sommet. Waouh, c'est tellement bien dit. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi et on se dit à bientôt. Merci Merci. encore.